Bonjour à tout le monde, je remercie l'association du Grabieux de nous avoir invités et je vais bien sûr vous présenter la situation du village de Gravel, puisque nous aussi nous subissons les inondations, malheureusement comme beaucoup de villages et de villes dans le sud de la France. Gravel est un village qui se situe exactement à 200-300 à 8 km de Montpellier, qui est desservi par la départementale 127. Et maintenant, eh bien, tout le long de cette départementale, il y a des constructions. Et dans le village de Gravel, eh bien, le long des cours d'eau, alors ici vous avez à gauche la Mosson, qui est une petite rivière qui prend sa source à Montarnon et qui a à peu près un cours de 40 km et qui se jette dans le Lez, près de Palavas-les-Folles. À gauche, vous avez la Mosson au sud du village. C'est-à-dire que, bon, actuellement, si on vient dans le village, on voit qu'il y a eu des orages, elle court. Mais sinon, le reste du temps, c'est une rivière qui est relativement calme. Voilà. Alors, bien entendu, cette Mosson, eh bien, elle a un bassin pluvial très important, puisque ça peut dépasser les 340 km², ce qui veut dire que quand on a des épisodes pluvieux, eh bien, pratiquement tous les villages, tous les quartiers qui sont autour de cette rivière eh bien, peuvent subir les inondations. Ensuite, à Gravel, eh bien, il y a en quelque sorte un ruisseau qui se jette dans cette rivière qui s'appelle le Rio Massel. Et en 2014, c'est ce Rio Massel qui a débordé alors largement et qui a inondé 376 maisons au total. Voilà. Alors, le village la commune de Gravel est une commune qui a 16 km² et donc c'est pas très très important. Elle est traversée par cette rivière de la Mosson sur 1,7 km. Et la particularité, c'est que le village se situe sur la rive gauche de la rivière Mosson. La rive droite n'est pratiquement pas construite puisqu'il y a la naissance des garrigues. Ce qui veut dire que le village de Gravel est entouré de garrigues. C'est une cuvette. Donc, de ce fait, eh bien, on recueille les eaux et le village, peut-être... Alors, le vieux village, lui, n'est pratiquement pas inondé. C'est toutes les constructions nouvelles qui, elles, le sont, malheureusement. Alors, il y a une particularité aussi dans ce village, c'est que vous avez une résurgence de type fontaine de Vaucluse, que l'on appelle la source de la vie. Alors, cette fontaine, eh bien, elle prend naissance, enfin, du moins sous des rochers, et elle alimente sur à peu près la Mosson, donc par un petit bras qui fait à peu près une cinquantaine de mètres, et quand il pleut beaucoup, eh bien entendu, elle va alimenter encore la Mosson. Alors, on appelait, enfin, dans les années 50, on appelait ce village l'oasis des garrigues parce qu'on avait tout le temps de l'eau, même l'été. C'est-à-dire que dans le village, il y avait 750 habitants, mais on avait de l'eau puisque l'adduction d'eau a été faite dans le village aux alentours des années 30 à 36, donc il y avait de l'eau à cette époque. Alors depuis, eh bien, la proximité de Montpellier fait que l'urbanisation a été décuplée. Voilà. Il y avait 750 habitants en 1950, il y en avait en 62 835, 2500 en 62 et 6000 en 2009. Et maintenant, en 2022, on dépasse les 9000 habitants. Autrement dit, ça n'arrête pas. Et il y a encore un projet immobilier mais qui est côté Montpellier, sur 19 hectares de 850 logements supplémentaires. Autrement dit, je dois dire que la maisonnisation ne va pas cesser et bien sûr, ça augmente les risques de ruissellement. Il faut savoir que le danger chez nous, c'est le ruissellement. À proprement parler, puisque malheureusement, partout où il y a une maison, bien que forcément, ce n'est pas le sol qui reçoit l'eau. Voilà. Voilà, alors les inondations, alors vous allez voir que les inondations, bien, on a subi
Voilà, vous avez eu, depuis 1891, il y a eu 6 crues exceptionnelles. Donc 1891, 1907, 1933, 55, 63 et 76. Celle qui a été peut-être la plus importante, enfin, moi je n'étais pas encore né, même si je commence à être un vieux de la vieille, c'est en 1933. Vous allez voir une photo où effectivement ça dépassait, mais ça n'a peut-être pas eu des conséquences puisque tout ce qui a été inondé, ben, c'était des champs ou des vignes, ce qui fait que les habitations, il n'y en avait pas. Alors, bien sûr, des crues en 2002-2003, et puis 2005, et bien sûr 2014. C'est à partir. Alors, l'association Toujours Sec, elle a pris naissance, on l'a créée après 2014 pour pouvoir justement faire en sorte qu'on puisse protéger les biens et les personnes. Alors, il y a eu une enquête publique en 2004 et il y avait la possibilité de 4 bassins de rétention sur le ruisseau Rieux-Massène. Voilà, vous aviez donc un bassin le plus grand, le bassin J, puis le bassin I, G, J et K. Voilà. Donc on vous avait annoncé, on vous avait dit, mais voilà, il va y avoir sur ce ruisseau 4 bassins de rétention. Voilà. Donc page suivante. Voilà. Alors, ces bassins, il y a eu un arrêté préfectoral en janvier 2005, et cet arrêté disait que les 4 bassins devraient avoir un semblant d'exécution au bout de 50 ans. Bon, il s'avère qu'en 2009, eh bien, il n'y a eu que le bassin G qui a été fait, et il nous était annoncé. Voilà, il nous était annoncé pour 61 000 m3. Et après les inondations de 2014, on a appris que ce bassin, eh bien, n'en faisait que 27 500. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il a fait la moitié, et les autres bassins, donc K, I et G, ou J, eh bien, ils n'ont pas été réalisés. C'est-à-dire qu'on n'en parle plus, c'est passé à l'as. Voilà, alors 23 000 m3, ça nous a été annoncé au départ, et puis ensuite c'est la préfecture en 2011 qui a envoyé un arrêté à la commune de Gravel en disant non, le bassin G ne fait 27 500 m3. Voilà. Alors, il faut savoir que l'acteur principal de la lutte contre les inondations, c'est l'État. Et que l'État délègue en quelque sorte aux collectivités locales la maîtrise des travaux. Mais tout est décidé par l'État. C'est-à-dire que, voilà, alors bien entendu, je nomme les organismes que l'on rencontre qui dépendent de l'État, donc ce sont des organismes qui, bien entendu, ont leur mot à dire, mais au départ, effectivement, on rencontre, ça fait beaucoup de personnes à rencontrer, ce qui veut dire que parfois, eh bien, on a des personnes ou des organismes qui se renvoient la balle d'un à l'autre. Voilà. Alors, à Gravel, mais ça dépend de la métropole de Montpellier, eh bien, nous avons un syndicat du bassin du Lez, le Lez étant donc fleuve qui prend naissance au Matel dans l'Hérault et qui a, alors, en quelque sorte, il y a une résurgence aussi, et qui principalement alimente la ville de Montpellier. Alors vous avez entendu parler des arceaux à Montpellier, qui est l'aqueduc de Pitot, et Pitot a permis l'alimentation de la ville de Montpellier par cet aqueduc qui prend sa source donc à la naissance du Lez au Matel. Alors voilà, ici vous avez un plan qui vous montre en bleu
les inondations de 2014. Alors, à gauche, la partie c'est la moisson, donc on voit dans la partie bleue tout ce qu'elle a inondé, et à droite, eh bien, vous avez le Rio Massel avec un petit affluent qui s'appelle le Redonnet, qui ont été inondés. Il faut savoir que là, vous avez tous les points, là, il y a des maisons, et toutes ces maisons ont été inondées avec plus ou moins de gravité selon leur hauteur. Alors ici, voilà, alors on retrouve en quelque sorte la position des... Alors voilà, Crabel, sur le mot Crabel, c'est le village ancien. C'est-à-dire que c'est tout petit, hein, c'est pas très très grand. Et puis ensuite, vous voyez l'extension qui s'est faite vers la plaine de route de Montferrier, qu'on appelle la plaine de Valmaillarde. Et puis ensuite, sur la route de Montpellier, particularité de Crabel, c'est qu'il y a une autre zone qui s'appelle la Valsière, et qui est un quartier qui donne sur Montpellier, et dans lequel il y a à peu près maintenant plus de 3000 habitants. Et ce quartier, alors, lui aussi, subit parfois des effets de ruissellement qui peuvent être graves. Voilà, alors ce qui s'est passé, c'est que Crabel, il y a eu le PAPI. Alors le PAPI, c'est donc le plan d'action de prévention des inondations. C'est l'État qui l'initie, et puis ensuite, après discussion, eh bien, il accorde effectivement les travaux à faire. Et au PAPI 1, eh bien, Crabel qui était prévu, ben, il a été retoqué. Tout simplement, l'État a décidé de ne pas faire, alors pour des raisons coût-bénéfice. C'est-à-dire que le coût des travaux qui étaient envisagés était plus important que ce que ça allait protéger. Donc ils ont décidé, ils ont dit non, il ne faut pas. Et à l'époque, c'est la ville, Montpellier et la ville de Latte, où là, alors, il y a des inondations puisque c'est encore en aval, et bien dû justement à l'est, et bien ils ont là fait des travaux, alors qui ont coûté à l'époque entre 36 et 44 millions d'euros. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très important, ce qui fait que cette ville, et toute cette zone proche de la mer, protège à la fois les habitations et puis, en quelque sorte, la commune de Palavas qui se trouve sur la Méditerranée. Alors, ensuite, le PAPI 2, ben, encore une fois, l'État eh bien, a oublié les deux communes, Crabel et Juvignac étant en aval de Crabel. Et cet État avait dit, ben, non, c'est pas la peine. Et puis il y a eu 2014. Et en 2014, les pouvoirs publics ont eu peur et ont décidé de faire un avenant pour mettre Crabel dans la partie du PAPI 2. Voilà. Alors pour ce qui concerne la commune de Crabel, il y a eu 6 scénarios. C'est-à-dire 6 scénarios, les 2 premiers étaient jugés insuffisants. Le 4e et le 5e, 4e, les 5e et 6e ont été jugés trop chers, plutôt le 5e et le 6e. Le 4e, lui, il était largement insuffisant puisqu'il ne concernait qu'un bassin. Et ils ont choisi, il a été choisi le scénario numéro 3, donc pour 3 millions. Alors ce scénario numéro 3 comprend en quelque sorte l'aménagement du ruisseau Rio-Massel sur à peu près 1 kilomètre. Alors, cet aménagement, c'est tout simplement, dans certaines zones, d'éviter les goulets d'étranglement. Donc, de porter le bassin G, donc, qui ne faisait que 27 500 m3, de le porter à 160 000 m3. Voilà, donc c'est prévu. Depuis, ça a été voté et décidé par la métropole de Montpellier en 2016. Et depuis, on nous a... Alors, on peut continuer. Voilà, alors et on nous a présenté aux riverains, les propriétaires qui sont concernés, et puis la population, on nous a présenté 3 projets. C'est-à-dire qu'il y en a eu un premier qui a été présenté en juin 2019,
Il y en a eu un second qui a été présenté en janvier 21, je crois. Et puis il y en a eu un troisième qui a été présenté en février 22. Alors à chaque fois, c'est le même projet, mais il y a des petites variantes. C'est-à-dire qu'on va prendre un peu plus de terrain à l'un, en prendre un peu moins à l'autre. Voilà, c'est ça. Mais alors, depuis donc, le 16 février de 22, ben, on attend. Rien ne se passe. Il faudrait qu'il y ait une enquête préalable à l'utilité publique, et bien rien ne se fait. Alors, le fameux bassin G, qui est en amont sur ce bassin, c'est une photo qui date après les fortes pluies en 2015, au mois de novembre 2015, et ils avaient eu peur à l'époque. Il a plu énormément, mais il a plu sur un temps assez long, c'est à peu près peut-être une dizaine d'heures. Et ils ont eu tellement peur qu'ils ont fait évacuer les personnes qui habitaient en aval, bien entendu de ce barrage, pour quitter leur maison. Alors, dis attention, le barrage va péter. Bon, enfin, bref, moi j'ai repris la photo, c'était sur le coup de midi, et il y avait, vous voyez, les autorités qui étaient sur ce bassin. Alors, on voit qu'il y a de l'eau, bien entendu, et il est chargé. Alors, ce qui est quand même surprenant, c'est qu'au moment où il a été conçu en 2009, personne n'a été capable à l'époque de dire mais ce bassin n'a pas la capacité. On nous a demandé qu'il fasse 65 000 mètres cubes et il ne les fait pas. Alors cette photo, ici, peut-être on ne pourra pas voir. Voilà, les flèches que vous avez, ça montre un bâtiment que l'on appelait le moulin de la Grave. Ce moulin de la Grave, il est situé à la confluence du ruisseau de Massel et de la Mosson. Donc il est relativement étroit. Et c'était un moulin qui avait été conçu peut-être à la fin des années 1800, qui a servi, mais comme il est inondé régulièrement, et bien maintenant il ne sert plus. Aujourd'hui, ce bâtiment, il a été démoli. En 2017-2018, il a été démoli. Et alors, la flèche du haut, c'est l'inondation de 1933. Je crois que ça faisait 4,64 mètres par rapport au sol. Non pas par rapport au point du niveau de l'eau, de la mer, au niveau de la mer. Et la flèche du milieu, ben, c'était l'inondation de 2014, c'est 2,60 mètres et de poussière. Et puis la flèche la plus basse, pour descendre un peu, c'est l'inondation, je crois, de 67. Voilà, 4,64 pour 2,70 et 1,68 pour 67. Alors, bien sûr, depuis, on a pris les contacts avec plusieurs fois avec la préfecture pour essayer de parler, de demander, etc. Donc on a rencontré plusieurs fois les secrétaires généraux de la préfecture de l'Hérault, la métropole de Montpellier, il y a eu plusieurs réunions à Gravel, et l'année dernière, on a rencontré l'association du Gravieux à Gravel, où il y avait le projet d'essayer de coordonner en quelque sorte les associations pour demander la protection et la mise en place de la protection des personnes et des biens. Alors là, c'est un texte qui est peut-être un peu long. Je vais simplement vous commenter quelques-uns parce qu'effectivement, c'est essayer de faire en sorte, l'idée c'est de faire en sorte que le droit à l'urbanisme et le droit à l'environnement, en particulier au niveau de la sécurité, qu'il n'y ait pas en particulier le droit à l'urbanisme qui prédomine sur le droit à l'environnement, en particulier pour la sécurité. Parce qu'effectivement, vous pouvez actuellement vous déposer selon le lieu permis dans une zone à risque, eh bien, il n'y a pas de raison que l'on vous le refuse. C'est-à-dire que si votre dossier est bien monté, on ne va pas vous le refuser, et si parfois il y a quelqu'un qui s'y oppose, les hauts tribunaux administratifs, le tribunal administratif peut retoquer que votre demande, votre requête. Il faut savoir que c'est comme ça qu'on le vit.
aussi les PPRI. Alors les PPRI, ce qu'il y a, c'est que souvent, c'est l'État qui maîtrise. On vous dit qu'il est en révision. Ben, je vois par exemple chez nous, il est en révision depuis 10 ans, et puis on attend. On attend parce que c'est long, c'est très long, ce qui veut dire que ce qui se passe, eh bien, c'est que voilà, on attend et on ne peut rien faire d'autre sur le plan légal. Alors souvent les services de l'État ont des positions ambiguës, en particulier la DDTM, la Direction départementale des territoires et de la mer, et bien souvent ils donnent des accords. Ils donnent des accords alors que c'est une zone à risque. Mais voilà, les textes font qu'ils ne remettent pas en cause le projet. Alors, en particulier les épisodes dits Minena, c'est pas, si vous voulez, tous les 1000 ans, hein, c'est un risque une fois sur 1000. C'est-à-dire qu'il y a un orage, eh bien, on a peut-être un risque que cet orage reproduise ce qui s'est passé quelques années auparavant. Voilà, alors c'est souvent l'imperméabilisation, mais ce sont les annexes qui font que, on a bétonné une cour, on a bétonné, et puis personne ne vient le regarder, et ça favorise le ruissellement. Voilà, on peut continuer. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, parce que alors ce qu'il y a, par exemple, ce que nous vivons à Rabel, il arrive que le maire retoque un permis. Si le constructeur attaque le maire ou la commune au tribunal administratif, le tribunal administratif peut annuler l'arrêté du maire. Et parfois, parce qu'il n'y a rien qui, dans le droit, en quelque sorte, au tribunal administratif, ne permet au juge de contrer le maire. Et il y a même eu ce que l'on a vécu il y a quelque temps, le maire de la commune avait retoqué le permis. Le préfet, après les années de 2014, avait envoyé à porter à connaissance au maire en lui disant ne donnez plus de permis de construire dans les zones à risque, ce qu'a fait le maire. Et quelques temps après, d'ailleurs parfois quelques mois après, le même préfet auprès du tribunal administratif demandait que le maire signe un permis dans la même zone. C'est-à-dire que c'est un peu n'importe quoi. Alors voilà, les permis, quand ils sont déposés, vous savez que quand ils sont déposés, c'est secret. C'est-à-dire qu'en fait, il a été déposé, on vous donne un papier où on annonce qu'il y a tel permis, mais l'étude de ce dossier, c'est secret, ça n'est pas communiqué. Ce qui veut dire qu'on apprend parfois, après coup, qu'il y a un projet immobilier important qui se fait. Alors s'il n'est pas dans une zone à risque, parfois, tant mieux, mais quand ça se pose dans une zone à risque, c'est extrêmement dangereux. Alors voilà, ce que nous proposons pour pouvoir éventuellement faire évoluer l'urbanisme et l'environnement. Alors on vous dit bien, il y a bien des promoteurs qui donnent pour faire des études par des bureaux, mais je vois par exemple, pour l'avoir vécu,
des courbes de niveau qui avaient été faites sur le ruisseau Remiancel qui datent de 2000, eh bien, il se sont avérés que ces courbes, elles étaient fausses, puisque en 2014, elles ont été largement dépassées. Donc les bureaux d'études peuvent parfois se tromper. Voilà, c'est la dernière page. Alors, il arrive que dans certaines communes, les plus anciennes peuvent éventuellement, quand il y a un projet immobilier qui a été annoncé, peuvent dire, mais attention, là, il y a des risques. Moi, j'ai connu. Et peut-être, si le dossier était en quelque sorte public, eh bien, éviter qu'il y ait des erreurs qui soient commises. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Moi, j'ai vécu, alors je l'ai vu de la part d'un ancien conseiller municipal qui a construit en bordure du ruisseau Remiancel et qui me disait, il y a un vieux du village qui m'a dit que j'avais construit dans une piscine. Voilà. Sauf que, bien entendu, au moment où il a construit, personne n'est venu lui dire, attention, là, il y a des risques. Parce que vous pouvez avoir un ruisseau qui reste pendant 2 ou 3 ans sans problème. Les 2 dernières pages, c'est notre président Rémi Fromentin qui les a réalisées, qui les avait d'ailleurs présentées lors de la journée du 28 janvier à la commune de Gravel en présence de l'association du Gabriel. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie. Est-ce que si vous avez des questions à poser, je suis prêt à vous répondre. Oui. Oui, ma question va porter sur le PPRI. On n'est pas toujours tous dans la même situation par rapport au PPRI et au projet porté par les églises communes ou les projets. La situation que nous avons ici, que je parle sous le contrôle des amis qui se présentent, c'est que le PPRI a déterminé, par le PPRI d'Alès, oui, précisément, a déterminé des zones inondables d'aléas différents, aléas forts, aléas modérés et sans problème. Or, les permis de construire, c'est dans le feu de ce que vous avez dit, les permis de construire peuvent être accordés, notamment ça a été le cas pour un centre commercial dont le permis de construire a été accordé en zone inondable du PPRI aléa fort. C'est-à-dire en fait dans le lit du garde-roue. Oui. Bon, aujourd'hui, on est dans une situation qui est complètement incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, ce bâtiment est construit et qu'il y a toujours un litige en cours au tribunal administratif entre le promoteur et l'État, et la mairie disant que oui, il est passé à des DTM où il n'a pas vu passer, apparemment. Donc, voilà, c'est accepté et le bâtiment est construit. Bon, ce genre de situation, ça peut se reproduire régulièrement. Donc je rejoins ce que vous dites sur la nécessité absolument de savoir ce qu'on demande au niveau du PPRI. Est-ce qu'on demande à ce que le PPRI soit appliqué de manière claire et formelle pour tout le monde, sans dérogation ou pas? Voilà, principalement ma question, c'était quel enjeu autour du PPRI? Si vous voulez, alors, dans notre idée au départ, c'est de faire en sorte que dans chaque zonage, c'est-à-dire dans chaque petite région ou autre, il puisse y avoir des PPRI qui peuvent être évolutifs, voire une fois qu'ils ont été votés ou décidés, qu'ils soient évolutifs de façon à tenir compte de la situation. Parce qu'effectivement, la situation que vous vivez ici,
Nous, on l'a subi, mais on est dans un territoire beaucoup plus petit. C'est-à-dire qu'en fait, on connaît les aléas, mais c'est maîtrisable, puisque, alors, je reviens tout à l'heure à ce qui est annoncé dans le projet de réaménagement, il faut quand même savoir que dans ce projet, il a été décidé que il y aura au moins une vingtaine de maisons encore qui seront soumises à des risques d'inondation. Puisqu'il a été pris, voilà, c'est les risques, c'est ce qu'ils appellent le coût-bénéfice. Voilà. Et c'est la même chose en quelque sorte pour les plans. Il faut qu'ils puissent être évolutifs et peut-être même adaptés à des régions. Et pas forcément sur le plan national ou sur le plan régional, parce qu'on vit des situations totalement différentes. Voilà. C'est la seule réponse que je puisse faire, puisque ça, malheureusement... Oui, d'autres questions? Sur le oui, mais si on se place en tant que citoyen, dans la mesure où on pense que les promoteurs, les élus, tout, sont peut-être dans une situation difficile, et est-ce que les citoyens peuvent agir pour éviter certaines constructions qui seraient, parce que ce PPI est modifié pas par les citoyens, il est modifié par les institutions, par la commune. Et malheureusement, même s'il y a des citoyens, des associations qui luttent pour donner un PPI à risque, on n'a pas la possibilité de lutter contre ces... Oui, mais... Voilà. Mais c'est justement le problème que l'on vit, c'est que quand vous avez alors, un promoteur qui va, bien entendu, structurer son dossier de telle sorte que les autorités qui sont chargées, c'est-à-dire la commune, les services, ne vont peut-être pas voir ce que présente ce projet, puisqu'il est à l'instruction, mais c'est secret. Donc on ne le sait pas. Le citoyen de base ne le sait pas. Il ne peut pas s'expliquer. Voilà. Malheureusement, c'est la situation dans laquelle on vit. Vous savez, moi je vais vous dire, à titre personnel, dans la rue où j'habite, dans une rue à 50 mètres de mon domicile, il y a eu un promoteur qui a fait un ensemble immobilier d'à peu près une vingtaine de logements. Et c'est des terrains, ça s'appelle fond de com. Fond de com, chez nous, ben, ça veut dire fontaine. Ça veut dire que vous aviez des hivers, moi je l'ai vu, il y a des petites résurgences qui sortent, c'est pas grand chose, et du sol. Ça veut dire que quand il pleut beaucoup, ben, vous avez de l'eau. Et ils sont allés construire dans un terrain, donc dans cette zone, et ils ont fait un sous-sol. C'est-à-dire qu'ils ont construit des garages bien sous-sol. Le bâtiment n'était pas terminé, il était commencé, est arrivé l'orage de 2014, et ils ont pris le bouillon, il y avait peut-être 2 mètres de flotte dans les... Et c'est les pompiers de Marseille qui sont venus pomper l'eau pendant 2 jours dans ce bâtiment. C'était en construction. Si ces gens-là, au service de la commune, on leur avait dit attention, il y a des risques d'inondation, ou du moins ce terrain est sensible, peut-être qu'ils n'auraient pas fait des sous-sols. Je ne sais pas, voilà. Vous voyez, ce sont du vécu, en quelque sorte. Et malheureusement, ça, c'est fréquent. Ah mais, vous savez, si vous montez bien le dossier, les normes de l'urbanisme, moi je peux vous dire que j'ai vu des maisons construites, bon, et puis quand on étudie de près le dossier, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne sont pas réglementaires, mais personne ne vient voir. Ou s'il y a quelqu'un qui vient, ben ma foi, il ferme les yeux ou il passe. Voilà. C'est vrai que dans notre cas, dans tout notre bassin versant, nous remarquons une chose, c'est que voilà, aujourd'hui, ce sont les sinistrés qui ont tort
d'avoir leur maison à côté d'un cours d'eau. Moi, si Nous, on dit ça. oui, mais nous, Alors, ça paraît quand même un récent. je vais être un peu brutal. Nous sommes des sujets de l'État. C'est tout. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes là, mais non, mais à mon lieu, on considère, écoutez, débrouillez-vous, faites comme vous pouvez, c'est tout. Nous sommes des sujets de l'État. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, et d'ailleurs, on voit les difficultés que l'on a chaque fois, parce que moi, j'ai été reçu, je n'étais pas seul, à la préfecture. Quand on était reçu à la préfecture par les secrétaires généraux, la première chose qu'ils nous disaient, ils nous disaient, écoutez, vous savez, il y a eu la décentralisation. Vous savez qu'il y a, depuis la décentralisation, certaines actions sont passées aux collectivités. Donc c'est les collectivités qu'il faut voir. Nous, État, on simplement, on regarde, voilà. C'est même aller plus loin. On a eu un secrétaire général qui nous a dit, vous savez, on est dans le sud de la France. Il y a des choses qui se passent, mais on est dans le sud. Ça voudrait dire qu'il y a peut-être des choses qui se passent pas tellement réglementaires. Et ils n'excusent pas le fait d'être au sud. Voilà. Vous voyez, je dirais que quand vous entendez ça, vous dites, mais enfin, quand même, voilà, c'est la réalité. Notre maire de la commune, si vous voulez, il a une position qui est ambiguë. C'est-à-dire qu'il lutte contre les inondations, alors il fait tout ce qu'il faut, tout ce qui est à son possible, mais en tant que maire, il délivre les permis. Alors, je voudrais simplement dire une chose, puis je ne dirai pas plus parce que c'est son boulot. Ce maire qui est arrivé en 2008, il y avait 6 000 habitants, il est toujours maire, il y en a plus de 9 000. Voilà, ça veut dire que maintenant, là où il y avait une maison, il y en a 3. Là où il y avait des terrains nus, il y a peut-être des constructions. Voilà, c'est là si vous voulez, les maires sont en porte-à-faux par rapport à l'État. Et ça tourne, on tourne autour du pot, voilà. Et c'est la réalité. Alors, pour aller au niveau de sécurité, je vois à Gravel, à partir de 2014, on a une sirène. Alors bon, la sirène, vous me direz, c'est pas nouveau, mais ils ont installé une sirène de façon à ce que si on a un aléa climatique trop important, c'est la sirène qui va prévenir tout le monde. Ils ont des numéros de téléphone pour ceux qui ont bien voulu les donner, mais en plus, on a une sirène qui a été inaugurée après 2014. On a une plaquette qui nous indique comment il faut faire pour éviter de se noyer quand il pleut. Voilà. Alors bon, ça fait parfois rigoler parce que se dit, mais attends, on n'est pas... Et c'est comme ça. Voilà. Je dois vous dire que dans mon village, il y a des zones qui sont, à titre personnel, il y a des zones qui ont été construites, je n'aurais jamais construit là. Et surtout, ce qu'il y a de terrible, c'est que quand les personnes ont construit, c'est pas vieux, ça a 20 ans, 25 ans, personne ne leur a dit, attention, il y a des risques, montez vos maisons. Mettez-les sur pilotisme et remontez-les. Alors bien sûr, ça se m'enchaîne le coup, mais montez-les parce que vous risquez pas. Mais personne ne vous le dit. Voilà, c'est comme ça. La problématique que nous rencontrons depuis 4 ans, depuis 2015, après donc, une étude hydraulique, le résultat, je fais court, le résultat, c'est que voilà, les sinistrés, voilà, on a eu tort de construire une maison à côté de produit. Ça, c'est aujourd'hui ce qui m'a déduit. Alors, pour nous calmer, partir sur une place de délibération, donc on s'en fout. Et donc, partant de là, à la suite de cette étude hydraulique, il y avait deux projets qui nous satisfaisaient. Voilà. Nous n'avons pas pu s'approcher des papiers dans l'action de prévention des inondations. Voilà, parce que comme vous l'avez dit, si on avait pu être inscrit au papier, on avait ces travaux qui étaient programmés, un budget de 30 millions, et à quelque part, c'était quand même une bonne route de secours. Nous n'avons même pas pu s'inscrire dans ce papier 3, et on a des raisons. Aujourd'hui, depuis le mois de juin, j'ai la certitude que notre dossier il a été mal ficelé. Alors, ça veut dire que si tu as un chèque, tu veux dire qu'il est formulé, tu dis qu'il y a l'argent. Voilà. Partant de là, le premier responsable que nous dénonçons, c'est le président de l'EPTB, qui est dans notre secteur, M. Max Costin. Voilà. Depuis le début, ça veut dire que les études, et aujourd'hui c'est trouvé. On a des gens scientifiques dans le calcul qui nous ont démontré qu'on n'aurait pas dû prendre tel argument pour calculer d'autres arguments. Donc si on ne prend pas de bons arguments dans un calcul,
mais la solution ne peut pas être bonne. Et ça, c'est ce que nous dénonçons. Alors, moi, partant de là, puisqu'on n'a pas pu s'inscrire sur un patrimoine, eh bien voilà, la route de secours, on ne va pas vous laisser en terre dans la merde. Hein. On va faire un plan B, qui est un plan de délocalisation, qui est en train de sûrement, ça concernerait, ils ont choisi 40 millions, mais c'est pas et puis, on pense que nous avons quand même 818 maisons. Alors, même si vous venez en achat de 10 ou 15 ou 40 maisons, il reste encore 700 problèmes. Voilà, donc, à quelque part, on a la même histoire. Oui, mais c'est comparable. Et on s'est rencontrés. Oui. C'est vrai qu'on disait. Oui, c'est Rémi Fromentin qui est un monsieur qui a suivi une forme d'expertise et qui a essayé de faire ces réunions de façon à essayer de fédérer, c'est un bien grand mot, mais de fédérer les associations qui luttent contre les inondations de tout le secteur de l'arc méditerranéen, donc de façon à ce que quand il y a un dossier, que ces associations puissent peser éventuellement sur les pouvoirs publics, de façon à dire attention, vous pouvez peut-être, mais prenez des précautions. Prenez des précautions pour pouvoir construire. Alors que parfois, soit vous interdit purement et simplement parce que le terrain il a été déclaré en zone rouge et là, mais parfois il y a des terrains qui sont en zone bleue, qui peuvent être des aléas climatiques et on va vous donner le permis et le terrain peut être inondé. Mais c'est cette difficulté dans laquelle on se trouve actuellement. Et c'est vrai qu'à la suite de ça, le PPRI 2010, dans notre secteur, alors bien sûr, on a tiré une grande parole. Le PPRI est très fort. On a dans ces PPRI, mais voilà, on continue à construire. Il y a des zones sur l'Est qui se construisent. Et ça paraît impressionnant. Ça rejoint à quelque part la personne qui est puissante, et bien voilà, il passe à travers. Et ça paraît inadmissible.